moi un grand plaisir de vous accueillir ici dans la salle Médicis au Sénat pour ce colloque sur l'amiante et les pesticides, surtout en ce moment très particulier après les annonces particulièrement inquiétantes du gouvernement qui, pour répondre à la crise agricole, a proposé cette pause dans le plan Écophyto. On pourra en reparler tout à l'heure. On est vraiment complètement dans l'actualité et je remercie les mutuelles qui sont à l'initiative de ce colloque et je salue donc la présence nombreuse de ce mouvement mutualiste français ainsi que les représentants d'associations d'aide aux victimes de l'amiante et des pesticides. Je remercie également par avance l'ensemble des intervenants qui vont apporter un éclairage approfondi sur ces problématiques de pollution environnementale, leur lien avec notre santé et bien entendu donc notre système de santé. La présence de collègues et d'anciens et anciennes collègues sénatrices et sénateurs prouve tout l'intérêt du Sénat porté sur ces sujets depuis de nombreuses années. On a d'abord d'ailleurs la petite Bible, le rapport sur l'amiante qui date maintenant d'une vingtaine d'années pratiquement et donc qui montrait déjà comment le Sénat se penchait sur le sujet. Je le redis, la mise en pause inquiétante du plan Écophyto annoncée la semaine dernière par le Premier ministre est lourde de conséquences. Qui est vraiment derrière cette demande? Quels agriculteurs demandent à mettre leur santé en danger? Quels agriculteurs sont insensibles à l'effondrement de la biodiversité, aux pollutions diffuses qu'on retrouve même dans les eaux minérales? Ça aussi, c'est l'actualité. Ce qui importe à une majorité de paysans, c'est bien de gagner dignement sa vie sans la perdre. Réglementer l'usage des pesticides, aller vers une moindre utilisation et même s'en passer totalement est un objectif pour la majorité d'entre eux. Un objectif perçu de manière positive également par les citoyens. Toutefois, aujourd'hui, certains, et nous verrons de quels certains nous parlons, présentent cet objectif comme étant inatteignable, voire sans intérêt. Cet objectif est présenté par les syndicats agricoles comme étant contraire aux intérêts des agriculteurs. Et pourtant, sur ce sujet, comme sur celui du réchauffement climatique, les agriculteurs sont en première ligne et sont les premières victimes. Je le vois régulièrement chez moi, en Bretagne, où je rencontre le collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, qui fait, et je le salue, un travail remarquable. J'ai d'ailleurs une pensée aujourd'hui pour Christian Jouot, à qui on a diagnostiqué une leucémie aiguë, myéloblastique et lymphoblastique. Il vient de sortir cette semaine dernière du CHU de Rennes, après 2 mois en chambre stérile au service d'hématologie. Demain, il y retourne pour faire un myélogramme qui donnera le résultat de l'action des chimios. Et le 13 février, il retournera en chambre stérile pour une 3e chimio. Je pense aussi aux ex-salariés de Triskalia intoxiqués par les pesticides dans leur silo de Pouilly ou sur le site de Glomel. Je pense au drame humain vécu par chacun d'entre eux, licenciés lâchement et aujourd'hui gravement malades, vivant avec les minima sociaux. C'est cela les pesticides, ce ne sont pas de simples statistiques, ce ne sont pas que des chiffres au bas de notre balance commerciale, ce sont des vies brisées. Ces travailleurs indépendants ou salariés se heurtent à un mur dressé par les industriels qui fabriquent ces poisons. Ce mur est érigé grâce à un procédé quasi universel dans le domaine. Vous le connaissez, c'est la fabrique du doute. La silicose a été une maladie reconnue comme professionnelle seulement en 1930, alors que depuis le Moyen Âge, des observations médicales sur les mineurs faisaient un lien entre poussière et maladie. Mais l'industrie s'est employée à semer le doute avec des experts non indépendants qui ont attribué cette maladie à des comportements d'ordre privé, à des fragilités personnelles. La même technique a été employée pour le tabac, pour le réchauffement climatique, pour certains médicaments et bien entendu pour l'amiante et les pesticides. C'est donc un parallèle entre l'histoire de l'amiante et celle des pesticides que nous allons faire au cours de ce colloque. Nous allons voir comment le doute permet de retarder la prise de décision, retarder la réglementation, voire l'interdiction. Un doute mis en lumière par l'excellent livre Les marchands de doute de Naomi Oreskes et Eric Conway en 2010, ainsi que La fabrique du mensonge par Stéphane Faucard, que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin. Ce sera l'objet de notre première table ronde. La deuxième table ronde permettra de débattre de l'usage contrôlé, des seuils. Le poison est-il dans la dose? Nous y parlerons des réglementations en vigueur.
Nous ferons une pause méridienne avec un buffet biologique et nous aurons le plaisir de rencontrer un traiteur. C'est pour moi une belle découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en allant dans une ferme alternative à Combreux, pas très loin de Paris, où des nouveaux projets, des projets émergent et avec ce souci d'apporter une nourriture de qualité et un environnement préservé à l'ensemble des citoyens français. Et donc, on va avoir le droit ce midi d'avoir ce buffet biologique fait dans ce que moi j'estime être une vision d'avenir pour l'agriculture française. Cet après-midi, nous débattrons des stratégies pour stopper les expositions et pour finir, nous verrons quel rôle peuvent tenir les mutuelles de santé sur ces sujets. Et pour finir, nous aurons le plaisir d'entendre en conclusion mon cher collègue Joël Labbé, qui est à mes côtés, et vous le savez, qui est un infatigable combattant contre ces pesticides, et donc qui aura cette lourde tâche de conclure. Mais je le sais qu'il le fera avec brio. Je remercie Martin Riosec et Lydie Rickley, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, Rickley-Link, qui ont été les chevilles ouvrières pour l'organisation de ce colloque, ainsi que Fanny, ma collaboratrice, et sans qui nous ne serions pas réunis ici pour ce que je pense va être une excellente journée. Bon colloque à vous tous. Un petit mot, Joël ? Juste 2 mots pour vous souhaiter la bienvenue au Sénat. Moi, j'y reviens aussi puisque je ne suis plus sénateur depuis septembre. J'y reviens avec plaisir et dans cette salle où on a eu beaucoup de débats, dans cette assemblée quelque peu conservatrice, malgré tout, il y a des débats, il y a des productions. Tu as évoqué le rapport tout à l'heure, Daniel, concernant l'amiante. En 2012, il y a eu le rapport pesticides, impact des pesticides sur la santé et sur l'environnement, avec des résultats édifiants. Donc on a essayé de prendre les choses à bras-le-corps. On est sorti la petite loi appelée la loi Labbé. Ça aurait dû aller bien au-delà au niveau agricole et on n'a jamais pu. Et là, on est en situation de retour en arrière du côté agricole. Ce que je pense, je voudrais aussi saluer Marie-Christine Blandin, ex-collègue sur les bancs du Sénat, qui a apporté aussi, avec toute sa force de conviction, son travail, tant sur l'amiante que sur les pesticides. Voilà, du coup, j'ai perdu le fil, mais on reparlera ce soir. Encore une fois, je vous souhaite une bonne journée de travail. Et oui, le fait que les mutuelles réunies se mobilisent, quand on voit les déclarations actuelles, pour moi, le temps est à la mobilisation, une mobilisation pacifique évidemment, mais déterminée sous forme de résistance, parce qu'on ne peut pas se laisser faire comme ça. Je vous remercie. Merci Joël. Et maintenant, je passe la parole à Michel de Messine. Tu veux te mettre où? Oui, là, comme tu veux. Allons-y. Waouh, il est grand. Bonjour à tous. Voilà, pour moi, c'est un grand plaisir de revenir au Sénat quand même déjà. Voilà, où nous avons passé des jours et des nuits ensemble, notamment avec Marie Blandin, Joël Labbé. Et surtout, nous avons porté ensemble ce dossier de l'amiante à bout de bras, il faut le dire, mais avec quand même quelques réussites. Et donc, pour moi, pour nous, j'en suis sûre aussi, c'est une journée de réconfort parce qu'on voit qu'il y a de la suite possible de ce combat et surtout pour aussi s'en inspirer pour le plus jamais ça. Donc, merci d'avoir organisé ce colloque. Merci de m'inviter avec mes collègues comme acteurs du travail du Sénat sur le drame de l'amiante. Merci donc au sénateur Daniel Salmon, dont je pense qu'il va prendre notre relais sur ce dossier. Je lui dis tout de suite, c'est chronophage. Parce que quand on commence, c'est tellement vaste, je le dirai tout à l'heure, mais c'est tellement fort aussi de soutenir ce débat, ce combat, qui est un combat pour la vie.
Et surtout aussi merci aux mutuelles qui ont décidé d'y mettre toute leur énergie, leur poids et leurs compétences pour une véritable prévention. Et je le souligne parce qu'on a tellement souvent parlé de prévention dans cet hémicycle, qui n'était souvent qu'un mot. Et là, je pense que la manière dont les mutuelles s'engagent, on sent qu'on passe à quelque chose de nouveau dans le domaine de la prévention, parce que la prévention avec un petit P, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, la prévention avec un grand P, c'est comme ça qu'il faut la voir. L'amiante, plus jamais ça, je l'ai vu figurer en titre des tracts, en ouverture des discours, sur des banderoles, pendant toute la bataille pour la reconnaissance de ce drame social et ses conséquences qui sont toujours là aujourd'hui et encore loin d'être terminées. D'ailleurs, en arrivant ici et en discutant avec Alain Beaubiot de l'Andeva, il m'apprenait déjà 2 reculs importants qui sont dans les tuyaux en ce moment et pour lesquels je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous très rapidement, parce que les reculs, on ne les voit pas toujours, parce qu'ils sont souvent en catimini dans un coin d'un amendement et souvent, pourtant, les conséquences sont souvent très graves. Et s'il peut inspirer la lutte contre cet autre fléau des conséquences de l'utilisation des pesticides, je le crois, comme vous, je le crois. Ce colloque a l'ambition de s'y attacher et donc c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous pour cette journée. Mon engagement dans le combat de l'amiante aux côtés des victimes remonte à 2003. Ça fait loin. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les salariés d'Alstom Stein à Roubaix, dont l'entreprise était en liquidation judiciaire. Le sujet, hormis celui des licenciements annoncés et d'un projet de reprise par les salariés qui n'a malheureusement pas abouti, était aussi de faire reconnaître leur entreprise comme site amianté et pouvoir ainsi bénéficier d'une retraite anticipée. Je découvrais le problème. Je n'avais jamais, pas encore entendu parler de tout cela. La CATA a été votée fin 1999, dans la suite de l'interdiction de 1997, se mettait en place petit à petit et très difficilement. Ce qui m'a particulièrement frappée lors de cette rencontre, c'est le choc et le sentiment d'injustice d'avoir été exposé à ce poison sans le savoir, d'avoir été trompé et de découvrir aujourd'hui, en fin de carrière, que leur vie pouvait être menacée alors qu'ils croyaient jouir d'une retraite bien méritée, avec déjà des mots très forts pour le dénoncer, qui m'ont frappée. Mourir d'avoir travaillé. Ce jour-là, dans la réunion, j'ai vu des hommes pleurer. Ça m'a marqué profondément. Je ne l'ai jamais oublié. D'autant plus que ça s'est reproduit encore après lors d'autres réunions et souvent on se retrouvait avec ces émotions terribles. C'est pourquoi j'en ai fait un engagement prioritaire jusqu'au dernier jour de mon mandat en 2018. Je m'y suis investie fortement. Et si je dis ça, c'est que c'était nécessaire. C'est pour ça que j'ai donné mon petit avertissement à Daniel. D'abord, ma région a été fortement touchée, car fortement industrielle, avec des grandes industries comme la sidérurgie, la métallurgie, les chantiers navals, l'industrie du verre, l'automobile. Ensuite, nous avions un peu d'expérience historique. Ça a été cité tout à l'heure par Daniel. Nous avons connu la silicose dans cette région, avec tout ce que ça avait entraîné comme négation de tout, et avec déjà tous les éléments qui ont été dénoncés après par les salariés touchés par l'amiante. C'était le même scénario qui recommençait. Ensuite, pour être efficace, il fallait comprendre déjà et prendre en considération tous les sujets sur la table. Le fonctionnement du FIVA, celui de la CATA, c'était pas simple et ça marchait mal. Le recours aux procédures de justice, le procès pénal,
le problème des moyens pour l'accès aux soins et un peu plus tard, l'enjeu du désamiantage. Mes experts ont été les associations de victimes. Il y en avait plus d'une quinzaine bien réparties sur l'ensemble des bassins industriels de la région. Je les ai souvent réunis ensemble pour bien prendre la mesure et l'ampleur du fléau sur la région, travailler à le rendre visible pour obtenir de meilleures conditions de reconnaissance, de réparation et un soutien beaucoup plus large, et notamment de la part de tous les élus, qui aussi ignoraient totalement ce phénomène. Je veux souligner ici l'importante et déterminante mobilisation des victimes au travers de leurs manifestations et de leurs rassemblements devant les juridictions. Il est vrai que la plupart des responsables étaient d'anciens syndicalistes. Ils avaient de l'expérience pour organiser la lutte et la résistance. Il suffisait d'ailleurs d'assister aux assemblées générales, toujours en présence de leurs avocats, que je salue ici, qui ont joué un rôle très important dans cette bataille et aussi pour la mobilisation. Il n'était pas rare de se retrouver avec 300, 400 victimes dans une salle pour faire le point de la situation. C'était impressionnant. Le rôle de la presse régionale en particulier, a été déterminant pour le soutien et la prise de conscience de l'opinion publique. La révélation de ce scandale social et sanitaire, les chiffres implacables inscrits sur les banderoles, 3 000 morts par an, la perspective des 100 000 morts qui résonnaient dans la rue, ne pouvaient s'arrêter là. Je faisais souvent des communications au sein de mon groupe politique. C'est fini bientôt. Je faisais régulièrement des communications au sein de mon groupe politique sur cette situation, sa gravité, les difficultés rencontrées par les victimes. Et ce qui a fait que notre présidente de groupe a sollicité la création d'une commission d'enquête à l'époque au sein de la conférence des présidents. C'est finalement une mission commune qui a été décidée. Ce rapport fut un acte politique capital de reconnaissance de ce drame et du préjudice pour les victimes. En rassemblant dans un même texte tous les aspects, tous les acteurs, ça a été ça sa force, il a constitué un outil fort de compréhension et joue encore un rôle important comme référence. Néanmoins, je regrette, il faut le dire, il n'a pas su, en raison du consensus nécessaire dans un tel travail, faire une véritable clarté sur la question des responsabilités. C'est pourquoi notre groupe a pu faire une longue contribution et des propositions qui figurent dans ce rapport. Voilà, j'ai terminé. Et donc, y a-t-il des concordances possibles de ce combat, du plus jamais ça, avec celui des pesticides? Je l'ai dit au début, je le crois, parce qu'il y a des points communs, même si c'est une situation très différente. J'en citerai 3 que j'ai en tête. Le risque invisible, qui est quand même particulier, qui se développe 30 ou 40 ans après. Ça, c'est quand même une difficulté à prendre en compte. Le lobby, qui existe aussi, la stratégie du doute, et aussi la culpabilisation du salarié ou de la victime elle-même qui n'aurait pas fait le nécessaire pour se protéger. Déjà, ces 3 points nous permettent de faire des ponts et aussi, je pense, si on a réussi, et c'est pas fini, hein, on le dira toute la journée, c'est quand même aussi grâce à l'existence d'un véritable mouvement social pour le soutenir. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie Blanda, j'étais sénatrice simultanément à la commission qu'a évoquée Michel de Messine. Toutes nos enquêtes, toutes nos commissions, que ce soit sur l'amiante, les éthers de glycol, le Mediator ou les pesticides, ont révélé exactement les mêmes mécanismes. Il y a des victimes qui souffrent et qui ne sont pas entendues. Il y a des autorités beaucoup plus attentives au lobby qu'à la parole de ces victimes. Et puis, derrière, le nombre s'augmente, il y a de plus en plus de malades,
Et on s'aperçoit qu'il y a des lieux coupables de cogestion avec les industriels, des experts corrompus et des autorités normalement publiques. Ces lieux de cogestion coupable, ce fut le comité permanent amiante. Pour les éthers de glycol, ce fut l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité. Pour le Mediator, ce fut l'APSA, désormais Agence du médicament. Et pour les pesticides, c'est le ministère de l'Agriculture. Après, le ton monte, la presse s'émeut de toutes ces victimes, et enfin la loi évolue. Et quand la loi évolue, là, il y a toujours des gens pour retarder l'application, pour donner des exceptions, etc. Les normes évoluent. Et puis après, vous avez les procès. Et dans les procès, on entend toujours le même discours des industriels. Mais à l'époque, on ne savait pas. Et la deuxième litanie, c'est « mais écoutez, nous n'avons fait que respecter la loi de l'époque ». Un jour, je suis sortie rapidement pour attraper mon TGV d'une audition et dans les couloirs, je suivais les représentants de la CGPME qui venaient d'être auditionnés sur l'amiante. Et je les ai entendus furieux dire à propos des élus, ils veulent nous faire plonger, eh ben on les fera plonger en même temps. Ça vous donne un petit peu le ton. On a auditionné une fois le ministre Barrot. Et le ministre Barrot, il nous dit, je me suis occupé de l'amiante dans les HLM parce que j'ai un proche qui est membre de la FNAT et qui m'avait alerté. Et donc, les personnes du Sénat l'interrogent. Monsieur le ministre, comment se fait-il que ce ne sont pas les membres de votre cabinet, les hauts fonctionnaires, qui vous ont alerté? Et la réponse du ministre fut « Une personne qui apporte des problèmes à un ministre ne garantit pas sa carrière future. » Alors voilà, vous êtes ici réunis. Ces vies détruites, le coût des soins, les coûts gigantesques de dédommagement, de l'ordre de centaines de milliers d'euros, sont évitables. Et vous en êtes convaincus puisque vous êtes là. Votre colloque ouvre une vraie brèche intéressante contre la négligence, la complaisance ou le fatalisme. Les valeurs de la mutualité, le commun, le collectif, la solidarité, l'indépendance, vous donnent tous les outils pour agir. Et je peux vous dire qu'en tant qu'élus qui avons fait notre travail de diagnostic, d'audition et de préconisation, eh ben, 20 ans après, vous nous donnez une énorme bouffée d'espoir. Je vous remercie. Et j'invite Monsieur Éric Chenu, qui est donc votre président de la mutuelle familiale, pour Mutualité française, pour venir s'exprimer. Merci Madame la sénatrice. Il n'y a pas de putsch à la mutuelle familiale. Sylvie Benjaber est toujours en place, ne vous inquiétez pas. Il faudra y remédier quand même, Sylvie. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un vrai plaisir, un honneur pour moi de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Ça a été rappelé, l'essentiel des déterminants de santé ne dépendent pas du système de santé, ne dépendent pas de notre capital génétique, mais dépendent, certes, de nos comportements, mais essentiellement de notre environnement social, de notre environnement écologique. Et c'est quelque chose qu'il faut davantage mettre en avant parce que finalement, ça dépend des politiques qui sont menées, des politiques publiques en termes de logement, en termes de transport, en termes d'éducation, de culture, de conditions de travail. C'est tous ces éléments-là qui font que notre état de santé sera plus ou moins bon pour les années qui viennent. On a voulu, à l'occasion d'un partenariat qui nous lie avec l'Association des maires de France et du baromètre santé que nous publions tous les 3 ans avec eux,
tester cette prise de conscience auprès de nos concitoyens. 92% d'entre eux estiment que les pesticides, les polluants, la pollution de l'air, la qualité de leur alimentation influent sur leur santé. Ce taux est quand même considérable dans cette prise de conscience devant les problèmes liés à l'eau, qui sont également très, très élevés, et témoigne de la maturité de l'opinion publique pour qu'on prenne bien davantage en compte qu'on ne le fait encore, ces conséquences dans notre environnement pour pouvoir l'améliorer. C'est d'autant plus important que les conséquences en termes de réparation pèsent sur notre système de santé, qui est déjà en situation de tension importante, vous le savez. Aujourd'hui, 2/3 des dépenses du système de santé assumées par l'assurance maladie, assumées par les complémentaires santé, au premier rang desquels les mutuelles, sont des dépenses de réparation pour les affections de longue durée. L'ensemble de ces éléments-là sont en plus accentués par une triple transition qui impacte notre système de santé. Une transition écologique dans laquelle nous sommes engagés, une transition démographique et une transition numérique. Tout ça, ça a des conséquences épidémiologiques, économiques et sociales absolument majeures. Et plus on tardera à les appréhender, plus il sera difficile d'en assumer les conséquences. Alors vous me direz, quel est le rôle des mutuelles, quel est leur intérêt à agir là-dedans ? Tout simplement parce que nous sommes cofinanceurs avec l'assurance maladie de la dépense de santé, mais nous sommes aussi offreurs de soins auprès de 3000 établissements, services de soins et d'accompagnement mutualistes sur tout le territoire, de la crèche jusqu'à l'EHPAD, de centres de santé. Et donc, on peut percevoir, mais on peut aussi agir sur l'ensemble de ces questions. Et puis, on est aussi le premier acteur de prévention dans le pays après la puissance publique, avec près de 30 000 actions de prévention qui sont menées chaque année par les mutuelles sur tout le territoire. Mais les mutuelles, et ça a été rappelé, elles ont aussi un rôle, quelquefois, de vigie. Elles ont un rôle volontariste, activiste quelquefois, d'agir aux côtés d'associations. Ce fut le cas sur la question de l'amiante, sur la question de la prise en compte des risques professionnels et par la mobilisation qui furent la nôtre il y a quelques années, eh bien, d'arriver à l'interdiction de l'amiante, à l'indemnisation. Et on sait, les combats, ce n'est pas parce qu'ils sont menés qu'ils sont gagnés définitivement. Et aujourd'hui, un certain nombre de signaux montrent qu'en la matière, il ne faut pas relâcher la pression, puisqu'il y a des mauvais signaux qui sont donnés sur des possibilités. Je pense que dans la journée, vous y reviendrez. Le sénateur Joël Labbé, tout à l'heure, nous appelait à la mobilisation. Il a pleinement raison. Les élections européennes à venir, le 9 juin prochain, doivent être, selon nous, l'occasion aussi de se mobiliser sur ces questions, sur les questions de la santé environnementale, sur la question de l'impact de l'écologie, de la préservation de la biodiversité, du dérèglement climatique, de l'ensemble des éléments qui impactent notre santé. Et pour la mutualité française, cet axe-là sera un des axes importants de notre mémorandum, parce que ça nous semble fondamental de bénéficier de cet échelon, qui est un échelon déterminant pour pouvoir pousser un certain nombre de réglementations dans le bon sens, pour faire en sorte que les lobbies industriels ne gagnent pas ce combat-là, et que dans l'intérêt des populations, à l'échelle continentale, sans naïveté, on puisse défendre une agriculture qualitative, on puisse défendre une alimentation de bon niveau, on puisse défendre la qualité des eaux, etc., etc. Nous pensons également qu'il nous faut changer de paradigme dans la prise en compte de
la manière dont ces sujets doivent être posés. Il faut bien évidemment faire en sorte que, quand on parle de pesticides, de polluants, on questionne la question des normes, on questionne la question de la traçabilité, un certain nombre de sujets. Leur interaction, et notamment l'importance de ne pas les prendre isolément, mais bien dans leur articulation, parce qu'on sait que leurs dimensions en cocktail peuvent avoir des conséquences exponentielles absolument ravageuses pour la santé. Mais au-delà de ça, il y a un élément qui nous semble absolument essentiel de prendre en compte et de poser dans le débat, c'est le fait que ce n'est pas au système de protection sociale, que ce soit l'assurance maladie ou les fonds mutualisés par les adhérents des mutuelles, de devoir solvabiliser des réparations, des dépenses, quand celles-ci sont la résultante de comportements dont les instigateurs, finalement, étaient tout à fait conscients de la nocivité. On pense qu'en la matière, comme dans d'autres, il y a une approche un peu en une taxe pollueur-payeur qui doit être imposée. Il n'y a pas de raison pour que, par des revenus socialisés, par des cotisations mutualisées, eh bien, finalement, ce soit la solidarité qui doit venir compenser la prédation de quelques-uns. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réinterroger. Si on veut structurellement faire en sorte que demain, nos modes de consommation, nos modes de production, nos conditions de travail évoluent et aillent dans le bon sens, il n'y a qu'en réinterrogeant ça et en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de capacité de privatiser les gains et de mutualiser les pertes que l'on pourra faire changer les choses. Ça suppose aussi de réinterroger la manière d'appréhender ce qui fait croissance. Et aujourd'hui, on sait bien que l'indicateur du PIB n'est franchement plus le bon indicateur, puisqu'on additionne des éléments qui relèvent d'externalités positives comme négatives. Et on est très loin d'appréhender ce qui fait le bonheur, le bien-être, la satisfaction de la population. Et donc, en la matière, nous avons besoin absolument de nouveaux indicateurs. Pour finir, il est essentiel d'agir collectivement. Nous ne réussirons pas en la matière si nous ne parvenons pas à faire en sorte que les organisations syndicales, patronales, les acteurs économiques, les agriculteurs, les acteurs de la société engagée, l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça marche plus les micros là, c'est mieux. Les acteurs de la société engagée, enfin tous ceux et celles qui s'activent, la société civile, agissent de concert. C'est ce que nous essayons de faire avec les acteurs du pacte du pouvoir de vivre, où ONG, syndicats, mutuelles et autres acteurs du mouvement associatif, nous agissons ensemble pour essayer de faire mieux prendre en compte ces considérations qui nous semblent absolument essentielles. C'est le sens de la mobilisation des 7 mutuelles qui ont été à l'origine de ce colloque, et je les en remercie, la mutuelle familiale, la mutuelle Entrain, le groupe Interial, Mutami, OBAM, Mutuelle de France, évidemment, Entrain, la tutélaire, j'espère que j'ai oublié personne, qui ont été à l'initiative de cette action, qui, aux côtés des unions régionales de la mutualité française, agissent pour former des professionnels de santé, pour accompagner les acteurs de la petite enfance, dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant, sur l'importance, l'impact des perturbateurs endocriniens, pour faire de l'éducation à la parentalité, pour que dans les familles, on puisse adopter les bons réflexes, etc., etc.
Et puis, c'est toutes les actions que nous menons sur le champ de la santé environnementale, qui est un axe important depuis de nombreuses années pour la mutualité française, à tous les âges de la vie, parce qu'il nous semble essentiel de préserver ce capital le plus longtemps possible, le mieux possible, et d'agir structurellement contre les inégalités sociales et territoriales qui s'accentuent si on croise l'ensemble des facteurs. C'est le sens de ce colloque que de faire en sorte que tous les acteurs de la société engagée se mobilisent, se coalisent pour résister contre certains conservatismes, certains aveuglements, mais aussi agissent pour la santé, pour le bien-être, pour la biodiversité, pour notre intérêt commun. Et c'est finalement une autre manière de mettre en lumière, en résonance, la raison d'être de la mutualité française, se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Je vous souhaite de bons travaux, un bon colloque. Je cède la parole à Sylvie Benjaber, la présidente de la Mutuelle familiale. Alors merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce colloque qui intervient presque 20 ans après le rapport 2005 du Sénat sur le drame de l'amiante. Ce rapport mettait l'accent sur la nécessité de tirer les leçons pour l'avenir. Des leçons qui, malheureusement, n'ont pas toutes été tirées. L'heure est maintenant venue de discuter des solutions nécessaires pour l'avenir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le sénateur Daniel Salmon et le Sénat pour leur accueil. Je remercie chaleureusement les experts, les associations et tous ceux qui ont contribué à la construction de ce colloque. En tant que présidente d'une mutuelle qui s'est engagée dès 2017 avec la première fondation mutualiste consacrée aux risques santé des polluants environnementaux, sous l'égide de la Fondation de l'Avenir, je suis fière de cette collaboration avec 6 autres mutuelles, témoignant de l'importance collective de cette cause. Je peux citer la mutuelle Obéane, Entrain, Tutélaire, Nuoma, Mutami et le groupe Interial. Cet événement s'inscrit dans une dynamique collective initiée par une tribune parue dans le quotidien Le Monde la semaine dernière et signée par 40 dirigeants mutualistes représentant plus de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, rassemblons-nous pour trouver les solutions ensemble. Plus de 90 ans pour l'amiante, plus de 100 000 victimes. Sortir des pesticides toxiques demandera du temps, de la détermination, de la méthode et de la collaboration. Aujourd'hui, nous devons regarder vers l'avenir et les solutions que nous pouvons construire ensemble. Les coûts de l'inaction sont élevés, humainement et économiquement. Car aujourd'hui, plus de 23 millions de Français souffrent d'une ou plusieurs maladies chroniques et cette situation n'a fait que s'aggraver. Agir contre les pesticides sauvera des vies, préviendra des maladies chroniques et assurera la durabilité de notre système de santé, de notre protection sociale, de notre sécurité sociale. Nous appelons à une action concertée. Les mutuelles jouent un rôle clé dans la prévention, mais l'État doit mettre en place les moyens financiers massifs pour une transition écologique réussie. Souvenons-nous que derrière les enjeux institutionnels, notre sujet est avant tout une question humaine. Il concerne des femmes, des hommes, des enfants victimes, dont certains témoigneront aujourd'hui, et je les salue pour leur courage. Mesdames, Messieurs les parlementaires, nous aurons besoin de vous. Ensemble, construisons un avenir plus serein. Je vous remercie.